Alors dans cette vidéo, je vais poser des questions en rapport avec le métier de technicien de maintenance CVC, donc dans le chauffage, ventilation, climatisation, à une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT d'OpenAI. Alors cette intelligence artificielle est accessible à tout le monde, c'est-à-dire tout le monde peut lui poser des questions depuis une semaine. D'ailleurs, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux car certains développeurs en informatique pensent que cette intelligence artificielle va les remplacer. Et on va voir que en ce qui concerne le métier de technicien de maintenance dans le domaine du génie climatique, dans le domaine du CVC, il y a encore du boulot avant que l'intelligence artificielle remplace le technicien. Donc je vais lui poser différentes questions et on va voir ses réponses et à la fin je te montre comment faire pour accéder à cette intelligence artificielle là si tu veux t'amuser toi aussi à lui poser des questions et surtout avoir ses réponses. Voilà ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc là je vais le tester, je vais lui poser une question en français et on va voir si elle va me répondre. Je vais lui demander est-ce que tu peux m'expliquer le fonctionnement d'un groupe d'eau glacée? Entrée. Donc on va voir ce que répond là leur intelligence artificielle. Donc tu peux poser tes questions en anglais mais aussi en français. Donc il me dit un groupe d'eau glacée est un système utilisé pour produire de la glace. Non, c'est pas bon ça. Du tout. Et refroidir l'eau, ça c'est bon. Le groupe d'eau glacée comprend généralement un compresseur qui comprime un fluide frigorigène, un évaporateur qui échange la chaleur entre l'eau à refroidir et le fluide frigorigène, et un condenseur qui évacue la chaleur vers l'extérieur. Lorsque le fluide frigorigène passe dans l'évaporateur, il absorbe la chaleur de l'eau et se vaporise, refroidissant ainsi l'eau. Le fluide frigorigène est ensuite comprimé par le compresseur, ce qui le réchauffe et le fait passer dans le condenseur où il sèche sa chaleur à l'extérieur. Donc là, il a oublié de dire que ça entraîne aussi le changement d'état du fluide de l'état vapeur à l'état liquide. Ce processus permet de produire de la glace, donc non, un groupe d'eau glacée, ça ne produit pas de glace, et de refroidir de l'eau à des températures inférieures à la température ambiante. On peut dire que c'est pas mal, mais je vais lui mettre un pouce moins. Ce n'est pas tout à fait vrai. Donc là, je vais le marquer en français. Ça ne produit pas de glace. Et dans le condenseur, le fluide change d'état de l'état vapeur à l'état liquide. Voilà. Donc là, la question, pas évidente quand même, car quelqu'un qui ne connaît pas ne peut pas répondre à ce genre de questions. On va lui poser une autre question. Explique-moi le fonctionnement d'une climatisation de particulier. On va voir s'il comprend. Entrée. Une climatisation de particulier est un système utilisé pour refroidir l'air dans une maison ou un appartement. Elle comprend généralement un compresseur, un évaporateur, un condenseur et un détendeur. Le compresseur comprime un fluide frigorigène qui passe ensuite dans l'évaporateur où il échange sa chaleur avec l'air de la pièce. Le fluide frigorigène se vaporise, refroidissant ainsi l'air ambiant. Le fluide frigorigène est ensuite comprimé à nouveau par le compresseur et passe dans le condenseur où il cède sa chaleur à l'air extérieur. Le détendeur permet de réguler la pression du fluide frigorigène pour assurer un fonctionnement optimal de la climatisation. Non, ça c'est pas bon du tout ça. Le détendeur permet de réguler la surchauffe. L'objectif, c'est que le compresseur aspire toujours des vapeurs, donc c'est le but du détendeur, c'est de bien remplir l'évaporateur en fluide à l'état liquide, mais il faut pas qu'il déborde. Donc non, c'est pas une histoire de pression, là, c'est rien à voir. L'air refroidi est alors distribué dans la pièce par des ventilateurs. Ouais, plutôt des turbines. Donc là, un petit pouce moins. Non, c'est pas bon, c'est pas vrai. Le détendeur sert à remplir correctement l'évaporateur. Il contrôle la surchauffe. Donc on dirait que cette intelligence artificielle n'a pas été lire mes articles sur mon blog. C'est mes feedback. Voilà. Alors une autre question difficile. On va voir s'il a lu mon blog parce que j'ai écrit un article là-dessus il y a une dizaine d'années. Comment on fait un top gaz? Alors là je sais pas s'il va comprendre. Allez, je mets que ça, entrée. Je ne suis pas certain de comprendre ce que vous voulez dire par top gaz. Pourriez-vous préciser votre question ou reformuler? Je serais heureux de vous aider dans la mesure de mes connaissances. Voilà, c'est normal, il n'est pas du métier. En tout cas, il n'est pas dans le show, donc il ne sait pas ce que c'est un top gaz. Alors, comment on fait un dB gaz sur une... Non, pas sur une. Sur un brûleur gaz alimenté... On va être précis là. Alimenté en 300 millibars. Car là, il va falloir utiliser un coefficient de correction. Donc, voyons s'il comprend ça. Pour mesurer le dB de gaz d'un brûleur alimenté en 300 millibars, vous pouvez utiliser un dBmètre de gaz. Non, ça c'est pas la bonne réponse. Ce dispositif permet de mesurer la quantité de gaz qui passe dans le tuyau d'alimentation en gaz en fonction du temps.
Pour utiliser un débitmètre, vous devez d'abord le calibrer en fonction de la pression du gaz, puis le connecter en série avec le tuyau d'alimentation du gaz. Le débitmètre affichera alors la quantité de gaz qui passe dans le tuyau en unité de mesure appropriée, par exemple en litres par minute. C'est pas bon non plus, ça, c'est pas des litres par minute pour le gaz. C'est des mètres cubes. Vous pouvez alors régler le brûleur en ajustant la vanne de réglage du gaz en fonction des lectures du débitmètre pour obtenir le débit souhaité. Voilà, sauf qu'on n'a pas de débitmètre, on a un compteur gaz. Donc je vais préciser la question. CTRL-C, CTRL-V. Comment on fait un débit gaz sur un brûleur gaz alimenté en 300 millibars avec juste un compteur gaz? Voilà, car c'est avec ça qu'on fait un débit gaz envoyé. Donc là, il réfléchit. C'est assez rapide quand même, la réflexion de la machine. Ah, je l'ai fait planter, on dirait. Try again. Il est possible de mesurer le débit de gaz d'un brûleur alimenté en 300 millibars en utilisant uniquement un compteur de gaz. Le compteur de gaz mesure la quantité de gaz consommée en fonction du temps en utilisant des unités de mesure appropriées, par exemple en mètres cubes. Pour utiliser un compteur de gaz pour mesurer le débit de gaz d'un brûleur, vous devez d'abord vous assurer que le compteur est calibré pour la pression de gaz de votre système, 300 millibars dans votre cas. Vous pouvez alors connecter le compteur de gaz en série avec le tuyau d'alimentation en gaz. Ensuite, vous pouvez mesurer le débit de gaz en notant la lecture du compteur de gaz au début et à la fin d'une période de temps donnée, par exemple 1 minute. Vous pouvez ensuite utiliser ces lectures pour calculer le débit de gaz en utilisant une formule appropriée, par exemple en divisant la quantité de gaz consommée pendant la période de temps par la durée de la période de temps. Vous pouvez alors régler le brûleur en ajustant la vanne de réglage du gaz en fonction de la lecture du compteur gaz pour obtenir le débit souhaité. Non, c'est pas bon ça. Il est pas loin, hein? Non, c'est pas vrai ça. Car un gaz réagit donc à la pression, à la température et au volume. Donc il faut appliquer un coefficient de correction. Donc la formule c'est PV égale NRT, même si on n'utilise pas le N, mais voilà. Il manque le coefficient de correction. Il manque aussi... Alors non, ça il manque pas, attends. Il faut que je reprécise ma limite feedback. Ouais, donc lorsque l'on fait un débit gaz, c'est pour calculer la puissance d'un brûleur. Donc comment je fais pour savoir la puissance calorifique? Comment je fais pour savoir la puissance calorifique qui passe dans un brûleur gaz? J'ai même envie de mettre connaître. Comment je fais pour connaître la puissance calorifique qui passe dans un brûleur gaz en utilisant son compteur? Alors comment je fais pour connaître la puissance calorifique qui passe dans un brûleur gaz alimenté en 300 millibars et en utilisant son compteur gaz? Voilà. Voyons s'il me parle de correction de débit. Envoyé. Pour connaître la puissance calorifique d'un brûleur gaz alimenté en 300 millibars, vous pouvez utiliser la formule suivante. Puissance calorifique égale débit gaz en mètres cubes heure. Donc là, on parlerait plutôt en normaux mètres cubes. Après, il faut faire les corrections. Fois pression du gaz en millibars, fois la constante en kWh par mètre cube par millibar. Pour utiliser cette formule, vous devez d'abord mesurer le débit du gaz en utilisant un débitmètre de gaz ou un compteur de gaz, comme je vous l'expliquais dans les réponses précédentes. Donc il retient ce qu'il a dit juste avant quand même, hein. Vous pouvez ensuite utiliser la lecture du débitmètre ou du compteur gaz ainsi que la pression du gaz 300 millibars dans votre cas pour calculer la puissance calorifique en kilowatts. La constante peut varier selon le type de gaz utilisé et doit être obtenue auprès du fabricant ou tout autre organisme compétent. Donc non, la constante, c'est toi qui la calcules car elle dépend de l'altitude où est le brûleur gaz. Donc ça ne dépend pas du fabricant, lui. Après, le fabricant peut donner des abacs, mais non, pas le coefficient de correction, ça se calcule. Vous pouvez également utiliser des calculatrices en ligne ou des logiciels de calcul pour vous aider à effectuer ce calcul. C'est pas mal. Donc, je vais poser une autre question. Qu'est-ce que je dois faire comme entretien sur une climatisation de particuliers? Donc, voyons voir un peu ce qu'il dit là-dessus. J'ai fait une vidéo dessus il y a un an. Pour maintenir votre climatisation de particuliers en bon état de fonctionnement, il est recommandé de faire effectuer un entretien régulier par un professionnel qualifié. Un entretien complet devrait comprendre les éléments suivants. Nettoyage des filtres. Les filtres doivent être nettoyés régulièrement pour éviter que la poussière et les autres particules ne s'accumulent et nuisent à la performance de la climatisation. Vérification du niveau des fuites frigorigènes. Donc ça c'est faux, hein. Quand une clim marche bien, on ne contrôle pas ça. Parce qu'en contrôlant, tu risques de provoquer des fuites. Donc ça c'est faux ça. Le niveau de fuite frigorigène, ça c'est en dépannage, ça, mais pas en entretien. Le niveau de fuite frigorigène doit être vérifié régulièrement pour s'assurer qu'il est suffisant. Ah, il a planté. Try again. Il est important d'effectuer un entretien régulier de votre climatisation de particuliers pour assurer son bon fonctionnement et éviter les pannes inutiles. Voici quelques éléments à vérifier lors de l'entretien de votre climatisation. Donc vérifier les filtres à air et remplacer les si nécessaire. Les filtres encrassés peuvent réduire l'efficacité de la climatisation et provoquer des odeurs désagréables. Vérifier les tuyaux d'évacuation et les raccords pour vous assurer qu'ils ne sont pas obstrués ou détériorés. Nettoyer les ailettes du condenseur et du ventilateur pour éviter les obstructions et améliorer la circulation de l'air. Donc vérifier les niveaux de filtres frigorigènes et remplissez si nécessaire, donc ça c'est faux bien sûr.
Le fluide frigorigène est essentiel au bon fonctionnement de la climatisation et un niveau insuffisant peut entraîner des performances dégradées. Faites inspecter et entretenir le système par un professionnel qualifié tous les ans pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de problème caché. En suivant ces recommandations, vous devriez être en mesure de maintenir votre climatisation en bon état et de profiter d'un air frais et confortable tout au long de l'année. Ouais. Alors on va marquer qu'est-ce que je dois faire comme entretien sur une chaudière murale. Il réfléchit. Il est important d'effectuer un entretien régulier de votre chaudière murale pour assurer son bon fonctionnement et éviter les pannes inutiles. Voici quelques éléments à vérifier lors de l'entretien de votre chaudière. Vérifiez le niveau d'eau dans le réservoir d'eau chaude et remplissez si nécessaire. Alors ça, qu'est-ce qu'il a dit là? Vérifiez le niveau d'eau chaude dans le réservoir d'eau chaude. Ça veut rien dire ça. Quoi, ça veut rien dire? C'est pas le niveau d'eau, c'est la pression d'eau. Si c'est du chauffage, si c'est sur le circuit de chauffage. Donc là, il a planté là. Network error. Try again. Il est important d'effectuer un entretien régulier de votre chaudière murale pour assurer son bon fonctionnement et éviter les pannes inutiles. Voici quelques éléments à vérifier lors de l'entretien de votre chaudière. Vérifiez le niveau d'eau de la chaudière et remplissez si nécessaire. Un niveau d'eau insuffisant peut endommager la chaudière et provoquer des fuites. Alors un niveau d'eau insuffisant peut endommager la chaudière? Non, parce qu'il y a des sécurités. Et provoquer des fuites, là je vois pas le rapport. Vérifiez les tuyaux d'alimentation en eau et en gaz pour vous assurer qu'ils ne sont pas obstrués ou détériorés. Donc là le tuyau de gaz, c'est pas toi qui vas le vérifier s'il est bouché ou pas, j'ai envie de te dire. Non. Pour l'eau, il y a les filtres. Nettoyez les filtres de la chaudière pour éviter les obstructions et améliorer la circulation de l'air. Ouais, donc là, il est à la ramasse. Là. Il y a des filtres, oui, sur l'eau, hein. Sur l'eau froide, entrée eau froide, sur l'eau chaude, donc sur l'eau chaude sanitaire, j'ai envie de dire, et sur le chauffage. Mais pas, il n'y a pas de filtre pour améliorer la circulation de l'air sur la chaudière. Vérifiez les brûleurs et remplacez les pièces usées endommagées si nécessaire. Faites inspecter et entretenir la chaudière par un professionnel qualifié tous les ans pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de problème caché. En suivant ces recommandations, vous devez être en mesure de maintenir votre chaudière en bon état et de profiter d'un chauffage fiable et efficace. Donc on voit qu'en froid il est meilleur qu'en chaud. Voyons, je vais lui poser la question en froid. Explique-moi le fonctionnement d'un détendeur thermostatique. Voyons ce qu'il dit. Un détendeur thermostatique est un dispositif utilisé pour réguler la pression d'un fluide frigorigène dans un système de climatisation et de réfrigération. Donc ça, c'est pas bon, ça. C'est pas la pression que l'on régule, hein, c'est la surchauffe. Il comprend généralement un ressort, un piston et un thermostat. Lorsque la température de l'air ambiant augmente, le thermostat envoie un signal au détendeur. Donc là, il confond détendeur électronique, détendeur pas à pas et détendeur thermostatique qui est complètement mécanique. Il n'y a pas de signal envoyé, là. C'est tout est mécanique, là. Le thermostat, il n'envoie rien du tout, là, au détendeur pour libérer du fluide frigorigène dans le système. Le piston se déplace, ouais, parce que ça, c'est un détendeur pas à pas, ça. Le piston se déplace alors sous l'action du ressort, ouvrant ainsi la valve du détendeur. Donc la valve, c'est vanne en français. Ouais, voilà. Pour laisser passer plus de fluide frigorigène, cela permet de maintenir la pression constante. Non, mais il veut vraiment, oui, il confond avec sur les régulateurs de pression. Mais c'est pas un régulateur de pression, c'est un détendeur de base, thermostatique. Cela permet de maintenir la pression constante dans le système et d'assurer un fonctionnement optimal de la climatisation du réfrigérateur. Lorsque la température de l'air ambiant diminue, le thermostat envoie un signal au détendeur pour réduire la quantité de fluide frigorigène dans le système. Le piston se déplace alors dans l'autre sens, fermant ainsi la valve du détendeur pour réduire le débit des fluides frigorigène. Cela permet de maintenir la pression constante dans le système et d'assurer un fonctionnement efficace et économique de la climatisation du réfrigérateur. Donc là, il est à côté de la plaque. Là. C'est faux. Un détendeur thermostatique, lui, il s'en fout de la pression. Lui. Régule la surchauffe au niveau de l'évaporateur. Voilà. Alors peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est une surchauffe. Alors je vais lui poser une question en froid. Qu'est-ce qu'une surchauffe? Envoyé. En climatisation et en réfrigération, une surchauffe se produit lorsque la température d'un fluide frigorigène augmente au-delà de sa température de saturation. Cela peut se produire lorsque la charge thermique du système est trop importante ou lorsque le fluide frigorigène est compressé à une pression trop élevée. La surchauffe peut entraîner des pertes de rendement, des fuites de fluide frigorigène, des dommages au compresseur et des pannes du système. Il est donc important de contrôler et de maintenir la température et la pression du fluide frigorigène pour éviter la surchauffe. Ouais, donc là, on parle pas de la même surchauffe, là. Et prolonger la durée de vie du système de climatisation ou de réfrigération. Donc là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ChatGPT, il fera pas un bon frigoriste pour le moment. Allez, je vais lui poser une dernière question. À quoi ça sert de tirer au vide un circuit frigorifique? Entrée. Il réfléchit, là. Le vide dans un circuit frigorifique est utilisé pour éliminer l'air et les impuretés du système avant la mise en service. Cela permet d'améliorer l'efficacité du système en réduisant les pertes de fluide frigorigène et en évitant les fuites. Non, c'est pas ça du tout. En évitant les fuites, ça serait plutôt la mise sous pression, avec de l'azote ou de l'azote hydrogéné. Le vide est également utilisé pour détecter les fuites
dans le circuit en introduisant un gaz traceur dans le système et en mesurant sa concentration à différents endroits. Si une fuite se produit, le gaz traceur s'échappera du circuit et sa concentration diminuera, indiquant la présence d'une fuite. Le vide est donc un élément important pour assurer le bon fonctionnement et la durée de vie d'un système de climatisation ou de réfrigération. Donc là, il est à côté de la plaque. Là. Alors c'est faux ça. Ça sert à éliminer l'humidité, on va dire la présence. Ça sert à éliminer la présence d'eau dans le circuit. Et aussi de supprimer les incondensables, c'est-à-dire enlever l'air qu'il y a dans le tuyau. Voilà. Donc on voit que c'est rigolo de lui poser des questions et de voir ce qu'il répond. Hein. Donc là c'est l'intelligence artificielle chat GPT de OpenAI. Donc là ça fait une semaine que sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que c'est révolutionnaire, surtout pour les développeurs. Bon là moi ce que je vois c'est que suivant les questions c'est pas mal, hein, mais bon on voit que ça réfléchit pas trop derrière quoi, parce que... ça aligne des mots, mais quand tu regardes le sens, comme pour le détendeur thermostatique, non, c'est pas bon. Alors il y a une question quand même avant de conclure que je vais lui poser, voir en dépannage. Pourquoi ma chaudière murale se met en défaut flamme? Voyons ce qu'il répond. Donc ça met plus ou moins de temps à répondre quand même. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre chaudière murale peut se mettre en défaut flamme. Voici quelques éléments à vérifier. Vérifiez si la flamme est allumée et stable. Si elle est éteinte ou instable, cela peut indiquer un problème avec les brûleurs ou les pièces associées, bougies d'allumage, électrodes, etc. Vérifiez si le tuyau d'alimentation en gaz est obstrué ou endommagé. Si le gaz ne peut pas circuler correctement, la flamme ne sera pas stable et la chaudière peut se mettre en défaut flamme. Vérifiez si le détecteur de flamme est en bon état et bien connecté. Si le détecteur de flamme ne fonctionne pas correctement, la chaudière peut se mettre en défaut flamme pour éviter tout risque d'incendie. Vérifiez si le thermostat est en bon état et bien réglé. Si le thermostat ne fonctionne pas correctement, la chaudière peut ne pas maintenir la température souhaitée, se mettre en défaut flamme. Donc là, il y a un network error, je vais faire un try again, parce que le texte s'est effacé. Donc le détecteur de flamme est défectueux ou endommagé. Ça serait plutôt là, un problème de sonde de ionisation, hein. Le terme adapté, ça serait sonde d'ionisation. En tout cas, ça s'exprime de manière assez humaine, hein. C'est vrai que ça parle proprement, j'ai envie de dire, hein. Par contre, sur le plan technique, ça va pas encore remplacer un technicien, ça c'est sûr. Donc, je vais poser une dernière question. Est-ce que tu connais le site E-Génie Climatique? Envoyé. Try again. Ok, j'actualise. Je fais CTRL-V. Je fais envoyer. Je ferme ça. Je suis désolé, je ne peux pas naviguer sur le web, donc je ne suis pas en mesure de vérifier si je connais le site E-Génie Climatique. Je suis uniquement capable de répondre aux questions sur des sujets généraux pour lesquels j'ai été formé. Si vous avez des questions sur un sujet en particulier, je ferai de mon mieux pour vous aider. Je vais poser encore une dernière question. Qui es-tu? Alors, je suis un grand modèle de langage entraîné par OpenAI. Mon but est d'aider les gens en leur fournissant des réponses à des questions sur divers sujets grâce à l'apprentissage automatique. Je suis un programme informatique et je n'ai pas d'existence physique. Mon but est de vous aider à trouver des réponses à vos questions de manière rapide et précise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, je ferai de mon mieux pour vous aider. Donc voilà, donc on a vu que cette intelligence artificielle, c'est pas mal, hein. Ça peut même être rigolo, ça peut être un jeu. Alors si toi aussi tu as envie de poser des questions à cette intelligence artificielle là, qui s'appelle ChatGPT de OpenAI, eh bien il faut aller sur leur site. Donc tu marques OpenAI sur Google, tu tombes là-dessus. Après tu tombes sur ça. Ici là tu as Introducing ChatGPT Research Release Try et tu tombes ici. Alors moi là je me suis connecté. Tu vas tomber sur cette fenêtre là, il va falloir créer un compte. Sign up. Donc, email, mot de passe. Après, il va te demander de confirmer ton email. Et il va te demander ton numéro de téléphone. Probablement, c'est pour contrôler que ce soit pas des comptes bidons faits par des bots. Et voilà. Et il t'envoie un code par SMS. Il faut rentrer le code. Et puis, tu auras accès à ça. Donc là, je fais un new trade. Donc, je peux faire un nouveau fil. Donc là, comme on a pu le voir au niveau des réponses, hein, l'OpenAI, là, l'intelligence artificielle ChatGPT, là, ne va pas encore remplacer un technicien CVC. Il y a encore du taf au niveau des réponses. Donc ça va être intéressant de voir dans un an ou dans plusieurs années pour les mêmes questions, les réponses que donne cette intelligence artificielle là. Donc voilà pour cette vidéo et à bientôt.